rapport aux questions des journalistes. Vous avez profité de l'occasion également pour développer les importants projets et programmes que vous êtes en train de dérouler avec efficacité au niveau de votre département ministériel. J'ai eu droit à des questions. Je crois que depuis c'est aujourd'hui la 5e édition de Gouvernement face à la presse, je n'ai pas reçu de questions parce que nous avions des thèmes des thèmes très précis, et en général, ces thèmes, directement les ministères sectoriels avaient apporté des réponses. Mais vous avez raison, vous pouvez poser des questions au porte-parole du gouvernement, qui, de par sa position de porte-parole, doit être en mesure d'apporter aussi des réponses sur certains sujets qui ne sont pas planifiés par rapport à notre exercice. La raison pour laquelle vous avez posé une question ou 3 sur la commission d'enquête, où est-ce que nous en sommes. Ensuite, sur la Cour de justice de la CEDEAO, par rapport à ce qui a été dit par rapport à cette Cour. Mais également, vous êtes intéressé au projet 2, en ce qui concerne la préparation des inondations qui vont venir. Pour la commission d'enquête, rappelez-vous, le 8 avril, ici, dans cette salle, gouvernement face à la presse, mon collègue en charge des forces armées, le ministre Sidiki Kaba, vous a entretenu du mémorandum du gouvernement. Et je suis sûr que vous avez tous reçu ce mémorandum parce qu'à la suite de cette rencontre, nous avons envoyé pour la plupart dans vos mails le contenu du mémorandum par rapport aux événements qui s'étaient produits récemment dans notre pays. Je peux vous assurer que la commission d'enquête sera sur pied. C'est le 8 avril, hein, nous sommes aujourd'hui le 29, donc ce n'est pas très ancien. Le gouvernement y travaille, les termes de référence sont en cours de préparation et cette commission d'enquête verra le jour et sera une commission d'enquête inclusive qui va intégrer en tout cas toutes les personnes susceptibles d'en faire partie pour que la lumière soit faite sur ces événements douloureux et malheureux qui se sont produits chez nous. En ce qui concerne la Cour de justice de la CEDEAO, relativement au parrainage, je dois dire que le Sénégal, notre pays, est un pays de démocratie. C'est un pays de démocratie éprouvée. Au Sénégal, on vote depuis plusieurs siècles. 1872, on votait déjà au Sénégal. En tout cas, ça fait plus. Et de par notre vécu de cette démocratie se consolide avec également le président Macky Sall. Tous les systèmes démocratiques au monde ont leur système de filtre pour les élections. Il n'y en a pas une seule qui n'a pas de filtre. Si vous allez dans les pays que nous pouvons appeler des pays développés, pour partir aux élections, mais il y a des sortes de parrainage. Ce qui a été choisi, c'est le parrainage citoyen, pour ne pas exclure les populations qui sont en mesure de voter et qui aussi donnent leur point de vue par rapport à ce système. Ce parrainage aussi n'est pas tombé du ciel comme ça. Ce parrainage a été évoqué lors des dialogues politiques, dialogue social, mais également aussi, ce parrainage a fait l'objet d'une loi à l'Assemblée nationale. Donc du point de vue légalité, ce système de parrainage est plus que légal par rapport à notre constitution, par rapport également à notre législation. Il a été demandé qu'un candidat, quelqu'un qui veut être candidat, doit avoir au moins 0,8%
de l'électorat. Ce n'est pas énorme, c'est 52 000. 52 000 parrainages, répartis au moins dans la moitié des régions, 7 régions sur 14. La question à se poser, c'est s'il n'y avait pas ce parrainage-là. Mais on aurait affaire à au moins, en tout cas selon les estimations, à 139 candidatures. Vous vous rendez compte? 139 candidats en une seule journée pour voter. Il va falloir donc plusieurs jours pour faire une élection. De ce point de vue, nous n'avons aucun problème au niveau du gouvernement par rapport à ces questions-là, à ce que la CEDEAO a dit ou pas. D'ailleurs, faut-il le noter, sur 3 interpellations de la CEDEAO, les 2 ont eu des réponses négatives. Y a-t-il eu libre participation? La réponse est oui. Y a-t-il eu caractère discriminatoire? La réponse est non. Non, il n'y a pas eu de caractère discriminatoire. Il y a eu une libre participation pour ces élections. Maintenant, je peux vous informer également que le ministre de l'Intérieur reviendra plus largement sur cette question dans les prochains jours. Et ce sera l'occasion pour vous d'être à son écoute et de lui poser donc des questions. Parce que c'est le ministre qui est en charge donc des élections. Il reviendra, croyez-moi, sur cette question-là qui a fait donc l'objet de votre intérêt. Maintenant, sur le projet 2. Vous savez, l'année dernière, nous avons eu une pluie exceptionnelle. Le ministre de l'Agriculture l'a dit tout à l'heure. C'est une très bonne chose d'avoir une bonne... Et c'est cette bonne pluviométrie qui nous a valu d'avoir, entre autres, d'excellents résultats au point de vue agricole, après que le président Macky Sall ait pris toutes les dispositions en amont, en augmentant le budget du ministère de l'Agriculture de 40 milliards à 60 milliards, ce qui lui a permis d'avoir suffisamment de semences, d'intrants, de matériel, etc. Combiné à une bonne pluviométrie, nous avons ces résultats. Mais cette pluviométrie a occasionné également des inondations au Sénégal. Il faut rappeler que le président Macky Sall a mis en œuvre le plan décennal de lutte contre les inondations en 2012. Et c'est grâce à la mise en œuvre de ce plan, ce programme décennal de lutte contre les inondations, de difficultés dans beaucoup de zones à l'intérieur du pays. Je me rappelle, j'étais le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en 2012, et j'avais eu le privilège de présenter devant le président Macky Sall le plan décennal de lutte contre les inondations. Beaucoup de quartiers qui avaient des difficultés, beaucoup de zones dans le pays. Je me rappelle à Touba ce qui s'était passé autour de la grande mosquée, etc. À Kaolack, à Kaffrine, et ici, à Dakar, dans la région de Dakar. Et particulièrement, Dakar était très éprouvé. Je me rappelle des zones comme Dalifort, où personne ne pouvait aller. La Cité Soleil, où personne ne pouvait aller pendant les inondations. Le rond-point de la maison du parti socialiste, où personne ne pouvait aller. Le rond-point de la RTS, personne ne pouvait partir là-bas quand il pleuvait. Je me souviens également Médina Gounass et tant d'autres quartiers. Eh bien, la mise en œuvre de ce programme décennal a permis de régler ces questions. Particulièrement le projet 1. Le projet 1 allait à Dalifort. Pendant l'hivernage, cette commune, cette partie de la commune dans la région de Dakar, eh bien, n'a plus de problème particulier par rapport aux inondations. C'est le projet 1 qui est passé là-bas. Mais également, vous allez à la Cité Soleil, c'est la même chose. Vous allez à Médina Gounass, c'est pareil. Et une bonne partie de Keur Massar. C'est vrai que l'année dernière, à Keur Massar et environ, il y a eu beaucoup d'inondations. Mais n'oublions pas que pour une bonne partie de Keur Massar, il n'y a pas eu d'inondation. Pourquoi? Parce que le projet 1 est passé là-bas. C'est quoi le programme Projep? Le Projep, c'est un programme intégrateur. Ce n'est pas seulement un programme d'évacuation des eaux pluviales. C'est un programme qui permet également de faire de l'aménagement dans ces zones-là. Du pavage, de l'aménagement paysager, etc. C'est la raison pour laquelle, le 17 septembre 2020,
lorsque son Excellence M. Macky Sall, président de la République, s'était déplacé à Keur Massar, compte tenu des difficultés vécues par ces populations par rapport aux inondations, le président Macky Sall a dit deux choses, a pris deux décisions majeures. La première, c'est de dire « Je vais ériger Keur Massar en département ». La deuxième, je vais mettre en œuvre et je donne instruction à mon gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles pour soulager les populations de Keur Massar et environ pour les prochaines inondations. Eh bien, depuis ce jour-là, le gouvernement est à pied d'œuvre. Le président Macky Sall a débloqué 15 milliards de francs CFA et a confié ce travail à l'Agence de développement municipal, dont mon département ministériel en est la tutelle technique. Le projet 2 va prendre en charge un certain nombre de zones de Keur Massar, dont des quartiers comme Camille Basse, comme Darou Misset, comme également El Hadji Pathé, et comme un certain nombre d'unités, que les unités 17, unité 13 et autres, et un peu la zone de Djahaï en partie. S'il y a un projet qui est suivi de très près par le président Macky Sall, c'est bien le projet 2. Je parle sous le contrôle de mes collègues membres du gouvernement, le ministre Moussa Baldé, le ministre Samba Benka. Très régulièrement, le président Macky Sall revient sur le niveau d'exécution, où est-ce que nous en sommes sur ce projet. À notre niveau également, nous nous déplaçons très souvent à Keur Massar. Chaque mois, nous allons à Keur Massar faire le point. La dernière en date, c'est mardi dernier. Les travaux avancent, je peux vous le garantir, parce que ces travaux-là consistent en faire des bassins, de très grands bassins. Il y a des bassins qui font 1 hectare sur près de 3 mètres de profondeur. Ça fait presque 30 000 mètres cubes d'eau de stockage. Et ces bassins, il y en a à peu près 6. Ces bassins-là vont servir de tampon. Parce que vous savez que les eaux qui vont être drainées de Keur Massar vont aller vers le marigot de Mbao. Mais si toute cette eau-là arrive en même temps et se dirige vers le marigot de Mbao, cela va créer des débordements et impacter négativement les populations alentour. C'est la raison pour laquelle la conception du projet a prévu des drainages, c'est-à-dire collecter les eaux, mais passer par une série de bassins de stockage avant de les envoyer de manière régulée vers le marigot de Mbao. Et ces travaux avancent. À l'heure actuelle, nous sommes à peu près à presque 60% de taux de réalisation. Ça, c'est la phase d'urgence. Et les entreprises, en termes d'évaluation, pour faire ce travail, il faut au minimum 10 à 12 mois pour la phase d'urgence. Mais ces entreprises ont accepté, sur notre demande, de multiplier les équipes pour faire en sorte que d'ici la fin du mois de mai, que le dispositif puisse être opérationnel. Opérationnel, ça ne veut pas dire que tous les travaux sont terminés. Parce qu'il y a quand même il y a du pavage, il y a du dallage, il y a de l'aménagement, mais la partie utile de drainage soit opérationnelle pour évacuer le surplus d'eau. Maintenant, on ne peut pas prédire d'avance ce que sera la météo en termes de quantité de pluie reçue dans la zone de Keur Massar et environ. Mais en tout cas, si c'est une pluie décennale, ces ouvrages-là seront en mesure de pouvoir les capter, de pouvoir les drainer, de pouvoir les stocker dans les bassins et de pouvoir les évacuer vers le marigot de Mbao. Il y a aussi un travail de reprofilage du marigot de Mbao qui va se faire. Et ces travaux, normalement, vont démarrer d'ici ce week-end pour faire en sorte qu'au niveau du lit du marigot de Mbao, l'eau puisse s'écouler normalement sans trop de résistance. En tenant compte également aussi des pêcheurs que nous avons rencontrés mardi et qui utilisent un terre-plein entre la mer et le marigot pour leur pirogue. Nous les avons rassurés également que cela va être pris en compte sur ça. Pour dire simplement que ces travaux se déroulent
normalement et nous les suivons et nous demandons aux entreprises toujours de pouvoir redoubler d'efforts et d'accélérer la cadence.